Pendant des dizaines de milliers d'années, les humains ont vécu au milieu des animaux. Ils les chassaient, bien sûr, mais ils les respectaient aussi. Ils les représentaient sur les parois des grottes, leur prêtaient des intentions, parfois même les considéraient comme sacrés. Puis, quelque chose a changé. Aujourd'hui, les animaux n'ont jamais été aussi présents dans nos vies, et en même temps jamais aussi invisibles. En France, on consomme en moyenne plus de 80 kilos de viande par personne et par an. À l'échelle mondiale, ce sont plus de 80 milliards d'animaux terrestres qui sont abattus chaque année pour l'alimentation humaine. La plupart ne verront jamais la lumière du jour. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi attachés à nos animaux de compagnie. Dans les zones de guerre, en Ukraine notamment, on a vu des familles fuir les bombes avec leurs chats, leurs chiens sous les bras. Dans nos villes, les animaux sont devenus des membres de la famille à part entière. Ils ont des carnets de santé, des assurances, des soins médicaux de plus en plus sophistiqués. On leur ouvre des cafés, des hôtels, des espaces dédiés. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Comment peut-on aimer à ce point certains animaux et en exploiter d'autres à une échelle industrielle ? Est-ce une contradiction morale ou simplement le produit d'une longue histoire ? Car contrairement à ce que l'on croit souvent, les humains ne se sont pas toujours pensés comme supérieurs au reste du vivant. Alors à quel moment avons-nous cessé d'être un animal parmi les autres ? Et qu'est-ce que cela dit de nous aujourd'hui ? Pour en parler, nous recevons une spécialiste de la préhistoire qui travaille depuis des années sur notre rapport au vivant, Marilène Patou-Mathis. Dans son livre « Nous étions si proches », elle retrace cette longue histoire et interroge ce que nous sommes devenus. Marilène Patou-Mathis, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS et vous venez de publier ce livre « Nous étions si proches » aux éditions Alary. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser spécifiquement à notre rapport aux animaux ? C'est le cœur de mon métier, parce qu'en fin de compte, dans la préhistoire, il y a beaucoup de disciplines. Il y a ceux qui étudient les squelettes humains, ceux qui étudient les outils des humains préhistoriques. Et puis, il y a des gens comme moi, qu'on appelle les archéologues, donc qui travaillent sur le matériel osseux d'animaux, pour essayer de retrouver donc les relations qu'avaient ces humains. Moi, je travaille spécialement sur les néandertaliens et les premiers hommes modernes en Europe centrale et orientale, et donc de retrouver ces relations avec ces humains. Par exemple, quels animaux ils chassaient, est-ce qu'ils ont utilisé l'ensemble de ressources de ces animaux pour se vêtir, etc., pour leurs activités, et aussi la part du symbolique. Voilà, est-ce que l'animal était déjà présent dans leur cosmogonie ? Donc il y a tout ce travail qui était vraiment le fond de mes recherches et qui est pour moi très très importante de transmettre, d'où ce livre. Et alors le métier de préhistorienne, il peut être un peu... il n'est pas très connu, on va dire. À quoi ressemblent vos journées ? Alors c'est très, très varié. Il y a déjà quelque chose de très important, il faut savoir, c'est que la préhistoire maintenant, elle a des techniques très modernes et elle repose sur la science, elle repose sur des faits. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas seulement des belles histoires. Donc, et ces faits, c'est basé sur quoi ? Première chose importante, le terrain. C'est-à-dire que nous sommes des femmes et des hommes de terrain, c'est-à-dire qu'on va faire des fouilles archéologiques. Et quand on fait ces fouilles archéologiques, par exemple, moi je travaille surtout en Europe centrale et orientale, donc on monte des projets avec des collègues. Donc moi j'ai beaucoup travaillé avec les Ukrainiens, notamment en Crimée, donc j'ai une pensée pour eux en ce moment parce que c'est dramatique pour moi. Moi j'ai des noms, j'ai des visages, j'ai des noms. Et donc on monte ces projets, on fait ces fouilles, on sort du matériel archéologique, donc des outils, des humains, des pollens, si on étudie les pollens, et puis des ossements d'animaux. Donc qu'on va analyser, qu'on va prendre et analyser en laboratoire. Et c'est à partir de ces analyses, notamment avec par exemple même des choses très sophistiquées au niveau des méthodes, par exemple la biogéochimie, c'est-à-dire que les éléments qui sont présents, carbone, azote, etc., dans les squelettes pour savoir l'alimentation, donc quel type d'animaux ils ont mangé. Donc on a tous ces moyens, l'ADN ancien aussi nous permet de mieux connaître ces relations. Donc on fait toutes ces analyses en laboratoire. Voilà, donc terrain, laboratoire, et ensuite, ce qui est très important, il y a aussi une part, pour moi en tout cas qui m'est chère, c'est la transmission. C'est-à-dire on donne des cours,
Ça, c'est important. Et d'ailleurs, nos étudiants aussi, souvent nos doctorants après, donc qui viennent avec nous sur les chantiers de fouilles, et même les doctorants, les post-doctorants. Donc, c'est ce qu'on appelle le 3e cycle. Et ce qui est très important, voilà, c'est ces relations de transmission. Et à côté, il y a aussi la transmission au grand public. Et pour moi, c'est très important. Dire que je pense qu'il faut qu'on montre que c'est intéressant, que voilà, parce que nous on est payé, moi je suis fonctionnaire, je suis payé donc par votre argent, et je pense que c'est normal qu'on rende, et on rende bien sûr par une recherche qui permet d'avancer dans les connaissances, mais aussi voilà, de faire participer donc tout le monde à ces recherches, et surtout montrer l'intérêt, le pourquoi, parce qu'on peut se dire mais pourquoi faire des recherches en préhistoire, c'est le passé, quel est l'intérêt? Mais si, c'est très important. Moi, je dis qu'en connaissant le passé, quel qu'il soit, moi, il est très lointain, on peut préparer un meilleur avenir. Et pour moi, c'est vraiment ma devise. C'est-à-dire que je pense que là, on travaille en plus sur des sujets qui sont très sensibles, puisqu'on travaille sur l'origine des humains, biologiquement, et aussi l'humanité. Quels ont été voilà, les premiers comportements? Qu'est-ce qu'on a hérité d'eux? Est-ce qu'il y avait des... Je sais pas, moi je prends des comportements, est-ce qu'ils ont toujours existé? J'ai fait un livre sur la violence, par exemple. Préhistoire de la violence et de la guerre. Est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que dans ces sociétés très anciennes, est-ce que ça existait ou pas? Voilà, je cherche à travailler sur les femmes, c'est pareil. Je travaillais quel était le statut des femmes dans ces sociétés, pour essayer de comprendre maintenant ce qui se passe et dire peut-être, il y a des choses, c'est pas vrai, que c'est pas si ancien, donc c'est culturel, donc on peut changer les choses. Et alors, quand vous dites, vous avez, voilà, le titre de votre livre, c'est « Nous étions si proches ». Quand vous dites « nous étions si proches », de quelle proximité on parle exactement? Alors justement, c'est intéressant comme question, parce que c'est vrai que c'est un peu ambigu. On dit, mais maintenant, on est quand même très proches, les chats, ça. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle de cette distanciation au fil du temps avec les animaux, notamment les animaux sauvages, et puis à un moment donné, même les animaux domestiques. Dire que c'est un éloignement physique, c'est la distance. Affectivement, on peut être toujours relativement proche, en tout cas une grande majorité, peut-être pas toute la planète, tous les humains de la planète, mais une grande majorité, on est quand même très sensible aux animaux actuellement. Mais on est très distant. On les voit quasiment plus, à part ceux qui sont bien sûr dans nos foyers, mais sinon on les voit plus. Et donc c'est ça que j'ai essayé de montrer, de comprendre, d'emmener le lecteur sur pourquoi, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé. Déjà aussi, moi j'ai même appris beaucoup en m'intéressant, moi qui suis préhistorienne, à des périodes plus récentes de l'histoire, et de voir comment le concept d'animal même, il a changé, et que, changeant, évidemment, il a fait changer les comportements humains. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est retracer ce parcours, qui n'est pas linéaire d'ailleurs, parce qu'il y a à chaque époque, il y a des gens qui sont très proches des animaux, d'autres qui s'en éloignent, mais majoritairement on s'en est éloigné, et on a considéré l'animal au fur et à mesure comme étant très différent de l'humain. D'ailleurs, l'animal, pour beaucoup, il n'y a pas humain, alors que nous sommes des animaux. Donc maintenant, on dit plutôt animal non humain. Et on voit très bien comment ça s'est éloigné, parce que justement, on avait un comportement de semblable avec eux, de frères, quand on était des chasseurs-cueilleurs, par exemple, pendant la préhistoire. Et puis, au fur et à mesure, on s'en est éloigné. On a perdu cette relation intime de connaissance même que nous sommes aussi des animaux. C'est ça, dans votre livre, on commence en fait par une période très ancienne et puis on arrive en fait jusqu'à aujourd'hui pour se poser cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé à quel moment a eu lieu une sorte de rupture? On va revenir quand même au début de votre livre où vous évoquez cette période de la préhistoire, notamment les peintures rupestres qui montrent en fait, on a tous ces images dans les grottes, des peintures d'animaux. Est-ce qu'ils avaient une place vraiment centrale à ce moment-là? Oui, tout à fait. Et donc, c'est bien sûr ces sociétés anciennes du paléolithique. On va dire, les périodes où on a plus de renseignements et tout, on va dire avec les Néandertaliens, les premiers sapiens, peut-être 400 000 ans, jusqu'à 10 000 ans, nous sommes
nos ancêtres des chasseurs-cueilleurs. Et on a quand même, c'est ça qui est intéressant, tout au cours de l'histoire, il y a une survivance de ce type d'économie qu'on appelle la prédation, qui est avec les Indiens d'Amazonie, avec les aborigènes d'Australie, avec les San du Kalahari chez qui j'ai vécu 3 mois. On voit très bien qu'il y a eu aussi une persistance quand même. Et c'est pour ça qu'on connaît bien aussi ces relations. Une persistance de ce mode de vie. De ce mode de vie, de cette économie de prédation. Et on voit bien comment aussi ils ont considéré les animaux. Donc c'est aussi intéressant de voir leur rapport. Et là, on constate que l'animal, c'est pas simplement un ensemble de ressources. C'est-à-dire que c'est pas seulement un ensemble de ressources pour la viande, pour la graisse, etc., pour l'habillement avec les fourrures, les peaux, etc. Pas simplement pour la survie, mais en fait. Voilà, c'est pas seulement pour vivre au quotidien, pour la subsistance. On voit tout de suite qu'il est bon à penser. C'est-à-dire qu'il rentre dans la cosmogonie. C'est-à-dire que quand on voit tout là, ce qu'on appelle pariétal, des grottes et tout, mais même mobilier, c'est-à-dire même les petites statues, on a plein de petites statuettes d'animaux, l'animal est central. Il y a peu d'humains, sauf du féminin, quasiment pas du masculin. Le féminin, il y a des représentations féminines, et puis il y a les fameuses Vénus, les petites statuettes féminines. Donc ça, mais sinon, c'est de l'animal, C'est très important de voir ça. D'autant plus que quand on regarde, qu'on analyse, etc., la plupart des animaux qui sont dans ces grottes ne sont pas forcément des animaux qui ont été chassés et consommés. Voilà, à Lascaux, par exemple, j'ai étudié moi, les ossements d'animaux laissés par le sandwich des artistes, comme je dis toujours, et là, j'ai que du renne. Alors qu'en fin de compte, à Lascaux, c'est les aurochs, c'est les cerfs, c'est les chevaux, c'est autre chose, il y a très, très peu de rennes. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne représente pas forcément le gibier. On représente des animaux parce qu'ils ont un autre... Alors, lequel, ça c'est... C'est quoi, c'est une place sacrée? Voilà, de sacré ou d'une relation particulière. Je sais pas, il y en a qui parlent de totem, il y en a qui parlent d'animisme, c'est les esprits. L'esprit de l'aurochs, l'esprit du bison, l'esprit du mammouth. Et donc, il y a cette façon de voir. En tout cas, l'animal est central. Il est très important. Et en plus, ça dure sur 25 000 ans, donc ça veut dire que c'est une relation à l'animal de ce type-là qui dure aussi avec ses représentations. Donc ça, c'est très intéressant. Et on n'a pas, comme on verra plus tard au début du néolithique, on n'a pas de représentation de scène de chasse, par exemple. Donc on est vraiment dans quelque chose, voilà, plutôt on va prendre du chamanisme, du totémisme, de l'animisme, dans ces croyances-là, où l'animal est au centre. Et ça va perdurer. On connaît aussi des religions plus tardives. Regardez l'importance de l'animal chez les Égyptiens anciens, dans le monde, grecque, voilà, dans la mythologie grecque, etc. Et donc il y a eu une persistance, ça vient de là. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler aux racines de ces comportements et d'essayer d'expliquer. Et donc, comme on a ce long parcours, ce long compagnonnage avec eux, c'est pour ça qu'actuellement, même si ça se délite, les liens se libèrent, on a quand même encore en nous quoi, ce poids du passé, entre guillemets.